Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Actu, série où l'on couvre l'actualité du MotoGP, 5 sujets pour cette vidéo. Bref, j'espère bien sûr que vous allez bien, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like si vous voulez soutenir la chaîne, on parle pas plus, c'est parti. Allez, on commence donc notre vidéo avec une news sur Ducati, vu qu'on a appris que Michele Pirro allait continuer pendant encore 3 saisons en tant que pilote d'essai. Alors il y a bien sûr pas énormément de choses à dire, mais je voulais quand même vous donner les propos de Gigi Dall'Igna, qui est le directeur général de Ducati, et qui revient donc sur cette continuité de Michele Pirro chez Ducati en tant que pilote d'essai. Il a dit: nous sommes ravis de pouvoir compter sur Michele pour les 3 prochaines années. Pirro a entamé son travail de pilote d'essai il y a 11 ans. Donc aucun pilote ne connaît aussi bien notre Desmosedici GP que lui. C'est aussi grâce à son excellente contribution que nous avons pu rendre notre moto aussi performante qu'elle l'est aujourd'hui. L'objectif est de continuer à grandir. Pouvoir compter sur la grande expérience de Michele est vraiment un atout dans notre travail de développement. Alors pourquoi je vous lis ça? C'est tout simplement parce que ça a un lien avec le sujet qui va suivre. On va donc voir les propos de Lin Jarvis qui reparle un petit peu de l'importance dans le développement du pilote test. C'était des déclarations qu'il a pu faire en réponse aux déclarations de Jorge Lorenzo. On va tout comprendre, mais rappelez-vous un petit peu ce qu'a pu déclarer Gigi Dall'Igna sur l'importance pour lui de Michele Pirro. On sent que pour Ducati, Michele Pirro est une pierre assez importante dans le développement. Et chez Yamaha, c'est pas réellement les mêmes choses qui sont déclarées. Et justement, on y vient donc à ce deuxième sujet. Je vous relis les déclarations de Jorge Lorenzo qu'on avait vues dans une précédente vidéo. On dirait qu'ils se sont égarés. C'est dommage, car je roulais pour eux en tant que pilote d'essai. Avec moi, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais je connaissais la moto et j'aurais pu les aider à trouver une voie pour l'évolution de la moto. Mais maintenant, ils ont un pilote d'essai différent. Les ingénieurs et les pilotes qui ont partagé le box avec moi chez Yamaha et Ducati savent à quel point je suis doué pour développer la moto et les aider à la rendre plus rapide. Alors encore une fois, je vous répète que je suis dans l'idée assez d'accord avec ce que peut déclarer Jorge Lorenzo. Bon, c'est aussi du Lorenzo dans la déclaration, c'est très autocentré, mais finalement c'est quand même un petit peu vrai. Et justement, le boss aujourd'hui de l'équipe Yamaha a répondu, Lin Jarvis a déclaré ça. En 2018, nous avons embauché Jorge Lorenzo et Fabio Quartararo a souligné au Mans que si on avait continué avec Jorge, ça n'aurait pas changé les résultats d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec Fabio. Parce que nous sommes très contents de Cal, c'est un travailleur acharné et il est toujours rapide et il décrit très précisément ce qu'il ressent sur la moto. Et sur cette première partie de déclaration, je suis aussi d'accord avec Lin Jarvis. Je pense que le problème que ce qu'a insinué Jorge Lorenzo dans ses déclarations, c'est que soi-disant Cal Crutchlow n'était pas au niveau. Moi je vous le dis, Cal Crutchlow est aussi un très très bon pilote, il a montré de très belles choses pendant ses années en MotoGP. Alors peut-être que oui, c'est pas un pilote de la stature d'un Jorge Lorenzo, mais ça reste un excellent pilote et aussi un excellent pilote de développement. Mais Jorge Lorenzo, c'est une autre stature, c'est encore autre chose, c'est un autre pilote. Mais de toute façon, le problème pour moi aujourd'hui, c'est pas de comparer Jorge Lorenzo ou Cal Crutchlow, c'est de comment on utilise le pilote d'essai, et c'est justement la deuxième partie des déclarations de Lin Jarvis. Je ne pense pas que nos problèmes actuels soient liés au pilote d'essai. Nous sommes en prise avec des problèmes d'ingénierie et de développement. Le pilote d'essai n'est pas responsable de la conception de la moto. Seules les personnes n'ayant aucune idée sur le sujet peuvent affirmer que le pilote d'essai a un effet significatif sur le développement de la moto. C'est important d'avoir un pilote d'essai rapide qui puisse donner un bon rythme sur les pistes du Grand Prix et donner son avis. Mais le reste doit être pris en charge par les ingénieurs. Et je trouve ça encore une fois vraiment très intéressant et assez fou de voir à quel point aujourd'hui chez Yamaha, mais aussi par exemple chez Honda, on axe le développement uniquement dans l'orientation des pilotes d'usine et tout le reste, on a l'impression que c'est vraiment mis de côté. Par exemple chez Ducati, pour moi ce qui est aujourd'hui l'une de leurs plus grandes forces, c'est que tout le monde a une petite pierre qui est posée pour l'édifice de la prochaine Ducati. On sait du coup, et on a vu les propos de Gigi Dall'Igna, que le pilote d'essai a aussi de l'importance pour développer, pour aiguiller, et c'est aussi bien sûr le cas des pilotes d'usine, mais c'est aussi le cas des pilotes Pramac, c'est aussi le cas aussi d'autres pilotes, tout le monde donne un petit peu son avis, tout le monde essaie d'aiguiller un petit peu cette machine. Alors bien sûr, tout le monde pas à la même hauteur, bien évidemment, alors qu'à côté, chez les constructeurs japonais, et on le voit une nouvelle fois, on a l'impression qu'on a les pilotes d'usine qui peuvent donner leur avis, qui vont aiguiller la moto, mais tout le reste, on peut parler, on peut voir un petit peu, mais finalement on a l'impression que ça n'a pas d'importance. Et quand on voit aujourd'hui la montée en puissance du pilote d'essai, c'est vraiment très important. On le voit avec Michele Pirro, mais on le voit aussi énormément avec Dani Pedrosa qui pendant des années a aiguillé la KTM et qui a été aussi quelqu'un d'extrêmement important pour le constructeur autrichien. Quand tu vois les propos qu'a par exemple Yamaha, c'est totalement à l'opposé du travail que l'on a fait sur la KTM avec justement Dani Pedrosa. On se rend compte clairement que même si aujourd'hui on avait Lorenzo ou qu'on avait Dani Pedrosa, je
je pense qu'on n'utiliserait pas ces pilotes, la stature de ces pilotes, dans la bonne direction. Et on se rappelle par exemple quand Casey Stoner avait été chez Honda, et on avait aussi malheureusement pas vraiment beaucoup utilisé le développement possible que aurait pu apporter Casey Stoner à la Honda. Les constructeurs japonais ont quand même vraiment une façon de faire qui est particulière, on le sait, sauf qu'aujourd'hui une nouvelle fois on a l'impression que on ne va pas réellement dans la bonne voie et qu'on a fini par se perdre. Et je trouve que ces déclarations d'In Jarvis montrent une nouvelle fois à quel point les constructeurs européens, pour moi aujourd'hui, ont une bien meilleure façon de faire, et surtout une bien meilleure façon de faire fructifier clairement le développement de tous leurs pilotes. Bref, clairement un gros débat, je vous invite bien sûr à en parler en commentaire. C'est toujours difficile de synthétiser une pensée justement sur ces différences de développement entre les constructeurs japonais et les constructeurs européens, parce qu'il y a évidemment énormément de choses à dire, mais je pense que c'était quand même pas mal intéressant. Allez, on quitte un débat pour en rejoindre un autre. Vous avez sûrement pas raté récemment les propos de Pecco, on en a bien sûr aussi beaucoup parlé sur la chaîne YouTube. On lui demandait globalement en ce moment qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la sécurité des pilotes. Alors Pecco a donné beaucoup d'arguments, mais l'un des arguments forts qu'il a pu déclarer, c'est que pour lui peut-être qu'il faudrait retrouver 6 à 7 dixièmes d'écart entre les équipes satellites et les équipes d'usine. On en a bien sûr beaucoup parlé sur la chaîne, on va pas revenir sur le sujet, mais justement il y a une question qui a été amenée et qui a commencé à se poser, et c'est justement le titre de l'un des articles de motorsport.com. Est-ce vraiment bon pour le MotoGP que tout le monde puisse gagner? Alors j'avais bien sûr envie d'en débattre un petit peu avec vous, et comme d'habitude j'imagine qu'on va avoir des avis qui pourraient donc être assez différents, et je vous invite bien sûr aussi une nouvelle fois à en parler en commentaire, mais toujours dans le respect. On respecte donc tout le monde et l'avis des autres surtout. Je trouve ça assez fou qu'on pose cette question, parce que pour moi on est arrivé dans une idée, dans une idéologie, parce qu'elle n'est pas totalement encore en place en MotoGP, qui est pour moi vraiment ce qui pourrait être de plus beau pour le sport et donc pour le MotoGP. Que chaque pilote dans chaque équipe puisse potentiellement aller jouer la victoire lors d'un week-end. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel en MotoGP qu'une grande partie des pilotes puissent gagner. Je trouve que c'est absolument exceptionnel pour le show, pour le côté sportif du MotoGP, qu'on ait quelques dixièmes qui séparent, je sais pas moi, le premier pilote jusqu'au 10e, 12e, 13e, 14e. Des fois on a 15, 16 pilotes en une seconde, et je trouve que tout ça est absolument génial. Je trouve que la voie qu'a pris justement le MotoGP, où on a des constructeurs qui sont de plus en plus proches, où on a des pilotes qui sont de plus en plus proches, qui se tiennent une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit, donc dans quelques dixièmes, je trouve que c'est absolument génial pour le show, pour le spectacle, et c'est une nouvelle fois assez génial pour le MotoGP dans un point de vue assez général. Et je trouve ça assez fou que maintenant on commence vraiment à remettre ça en cause, pour une cause par contre qui est tout à fait louable, la sécurité. Mais pour moi, je me répète, la sécurité, bien sûr qu'il faut penser à ça, bien sûr qu'il faut essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que les pilotes prennent le moins de risques possible. Mais je trouve qu'on se trompe complètement de débat, et qu'aujourd'hui on ne va pas du tout dans la bonne direction. Ça rejoint un petit peu ce que j'avais déjà dit par rapport au sujet avec Pecco, mais je ne pense pas du tout qu'aujourd'hui c'est un souci que tous les pilotes puissent gagner des courses, que c'est un souci que tous les pilotes se tiennent dans quelques dixièmes. Je ne pense pas aussi que c'est un souci que tous les pilotes soient un petit peu chauds au début d'une course, parce que pour moi, ça représente bien ce que c'est que la course. Il y a quelques vidéos, on parlait justement de qu'est-ce que c'était pour moi l'âme de la course, avec justement toutes ces sanctions, tout ce genre de choses, où je disais que pour moi on cassait un petit peu l'âme justement du MotoGP, et ben là on rejoint ça. Pour moi, la course, le MotoGP, ma vision d'un MotoGP idéal, c'est tous les pilotes qui peuvent gagner. Et on y est presque. Alors tous les pilotes ne peuvent pas gagner en MotoGP à chaque week-end, mais quand même on est assez proche d'une idée aussi idyllique, si on pourrait dire ça comme ça, du MotoGP. Et encore une fois, je me répète, je trouve ça génial. Le souci pour moi, une nouvelle fois aujourd'hui du MotoGP, et il y a tellement de pilotes qui en parlent, tellement de personnes importantes de ce paddock MotoGP qui en parlent, c'est le développement, l'axe de développement qu'on a pris avec ces MotoGP, qui amène aujourd'hui à totalement compliquer la bagarre en course, les dépassements, et qui d'un côté amène aussi du coup à malheureusement avoir des accrochages. Alors il n'y a pas que ça, bien sûr, c'est un tout. C'est comme quand on parle du développement de la Yamaha, il n'y a pas que parce qu'on n'a pas pris, je sais pas, Lorenzo en pilote d'essai qu'aujourd'hui Yamaha est en difficulté pour développer sa moto. Il y a énormément de choses à prendre en compte, c'est pas juste un truc ou un autre truc. On a un tout. Et c'est pareil en MotoGP, bien sûr que c'est pas qu'une question de problème d'aileron ou d'aéro ou de développement clairement de ces machines qui a amené la situation du MotoGP dans cet état-là, entre guillemets. Parce que je le répète, pour moi aujourd'hui le MotoGP est dans une très bonne situation. Quand tu regardes, je sais pas, n'importe quel autre sport, c'est extrêmement rare de voir autant de constructeurs, autant de teams, autant de pilotes capables de jouer la victoire. Et je
trouve ça fou qu'on remette un petit peu en question tout ça. Mais c'est pour moi génial. C'est l'un des points forts du MotoGP. C'est ce qui devrait nous faire tous dire, mais bravo au MotoGP d'être arrivé à créer quelque chose de comme ça. Parce qu'on revient de loin. Hein, quand on a vécu toutes les années 2012, 2013, 2014, 2015, on avait, comme on dit, les 4 fantastiques devant, mais derrière, on était à des années-lumière. Alors c'était très beau, on avait des belles batailles bien sûr devant, mais c'est encore plus magique, je trouve, de voir que Suzuki a gagné un titre de champion du monde, que KTM se bat pour la victoire, de voir la montée en puissance d'Aprilia, d'avoir vu pendant toutes ces années Ducati commencer à gravir tout doucement les échelons jusqu'à arriver au Graal, au titre de champion du monde. Mais c'est pour moi absolument super pour le MotoGP, et il faut quand même se rappeler que si on n'avait pas fait tout ce travail en amont, aujourd'hui on n'aurait pas ça. Peut-être qu'aujourd'hui on aurait toujours Yamaha et Honda qui se battent devant avec tous les autres derrière. Et je suis désolé, mais pour moi, c'est pas du tout la vision idyllique que je voudrais pour le MotoGP. Donc pour conclure, parce que je sens que je commence un petit peu à m'éparpiller, je trouve que le souci, c'est qu'on a voulu construire des motos pour de la performance et non plus pour l'idéologie de la course. On a voulu faire des motos pour battre les vitesses de pointe, pour battre tous les records sur les circuits, et ça a fonctionné. Mais à côté, pour la course, pour le show, pour les dépassements, pour la bataille en course, pour les possibilités de dépassement, et bah tout ça, on y a mis clairement de côté. Et c'est justement, une nouvelle fois, on le rappelle, toute l'idéologie du nouveau règlement technique qui devrait arriver pour la saison 2027, essayer de remettre un petit peu le MotoGP, entre guillemets, sur la bonne voie, avoir bien sûr des motos qui sont performantes, mais aussi des motos qui permettent plus facilement de se battre pour la course, de faciliter, entre guillemets, les dépassements, pour qu'ensuite les pilotes aient moins besoin de prendre des risques et donc aussi du coup d'une certaine manière améliorer la sécurité de tout le monde en course. Donc voilà, c'était clairement un très gros débat. Je sais pas si je suis seul dans mon avis et qu'aujourd'hui plusieurs personnes préféraient revenir aux années d'avant où on avait 4 pilotes capables de jouer la victoire et tout le reste était à des années et des années-lumière derrière. Je sais pas si je suis le seul qui justement ne voudrait pas revenir à ça. Et encore une fois, je me répète, je vous invite bien sûr à en discuter en commentaire. Allez, pour tout dernier sujet, on va donc reparler de Yamaha parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a des grosses rumeurs qui commencent à enfler dans ce paddock. Je le vois aussi pas mal du coup dans les commentaires de mes vidéos. Est-ce que Yamaha finirait pas par quitter du coup le MotoGP après le départ de Suzuki qui je pense a surpris plus d'une personne. Suzuki qui nous a fait clairement une très mauvaise surprise. Et bah c'est vrai que Yamaha qui est aussi un constructeur japonais qui est aussi dans une situation économique difficile mais aussi dans une situation sportive en MotoGP vraiment complexe. On pourrait donc imaginer un possible départ de la marque du coup japonaise, mais vous allez voir avec les propos du coup du patron de Yamaha, Lin Jarvis une nouvelle fois, que clairement aujourd'hui on n'envisage pas un départ. Et je pense que ça va quand même pas mal nous rassurer. Il a donc déclaré: j'ai suivi ces suppositions dans les médias ces derniers jours. Elles apparaissent partout. Beaucoup de gens mettent ces questions sur la table. On ne peut pas nier que Yamaha et Honda ont du mal en ce moment en MotoGP. Il y a 16 motos de constructeurs européens dans le championnat mais seulement 6 du Japon. Honda et Yamaha doivent lutter contre leurs concurrents européens quand il s'agit de performance. Il est compréhensible que de telles considérations apparaissent actuellement. Je ne peux pas parler au nom de Honda, mais je peux assurer que je ne vois ni ne ressens pas de manque d'engagement chez Yamaha, et ce du top management jusqu'au plus bas. Je ne vois aucun signe de retrait des grands prix chez Yamaha, je n'y crois pas. En même temps, il faut être très réaliste. Si vous regardez la situation chez Suzuki il y a un an, ils ne l'ont pas vu venir non plus. Et ça, c'est très intéressant qu'ils disent ça. Mais personnellement, je n'ai aucun doute. Espérons que ça restera comme ça. Bon du coup, est-ce que vous avez été rassuré par les propos de Lin Jarvis? Moi, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire oui, et je trouve ça extrêmement bien que le boss de l'équipe Yamaha prenne du coup la parole et n'ait pas peur de dire que non, pour lui, Yamaha ne quittera pas le MotoGP, c'est une très bonne chose. Mais ce qu'il dit du coup à la fin de ses déclarations et dans un deuxième temps, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça rappelle la situation de Suzuki. On en a donc déjà parlé, Suzuki a décidé de quitter le MotoGP, mais c'est pas une décision qui a été prise avec les équipes pendant, je sais pas moi, plusieurs semaines, plusieurs mois, on a discuté avec le projet MotoGP, oui, alors peut-être qu'on va partir, peut-être que si, peut-être que ça. Non, toutes les équipes du coup de Suzuki en MotoGP l'ont appris au même moment que nous, que les journalistes, que les fans. Ça a été pris d'une manière complètement folle. Les hautes sphères, si on peut dire ça comme ça, de Suzuki ont décidé du jour au lendemain, maintenant c'est terminé, le projet MotoGP de Suzuki c'est fini. Et tout le monde l'a appris comme ça, d'un coup, et tout le monde a donc été bien sûr extrêmement choqué. Donc aujourd'hui, bien sûr, Lin Jarvis, lui, fait pas techniquement partie des hautes sphères de ceux qui prennent les grandes décisions chez Yamaha.
Donc attention à comment ça pourrait évoluer. Ce que je voudrais dire clairement pour terminer ce sujet, c'est que bien sûr on peut être inquiet du départ de Suzuki. Suzuki avait aussi par le passé déjà quitté le MotoGP. Mais je pense que oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses qui font que Suzuki a quitté le MotoGP, qu'on peut ramener bien sûr au sujet Yamaha, au cas Yamaha. Mais c'est pas parce que Suzuki a quitté le MotoGP que tout de suite tous les constructeurs japonais vont partir, que Yamaha va partir, que Honda va partir. Bien sûr que la situation sportive est vraiment très compliquée. On n'a pas du tout les résultats espérés pour deux des plus grands constructeurs de l'histoire du MotoGP. Mais il y a encore énormément de choses à aller chercher. Surtout aujourd'hui qu'on a un MotoGP qui commence, je trouve, à se relever, à faire plus d'audience, à aller de mieux en mieux. On peut espérer que le projet dans sa globalité du MotoGP amène plus d'argent, ce qui aussi bien sûr intéresse les constructeurs. Il y a l'image, il y a le côté sportif, mais il y a aussi bien sûr l'argent que ça peut rapporter. Et je pense que de ce point de vue-là, le MotoGP va aujourd'hui dans la bonne voie. Et je pense que ça peut donc amener quand même les constructeurs japonais à se dire que non, il y a toujours clairement un intérêt, même si les résultats sportifs sont plus difficiles, à continuer en MotoGP. Alors maintenant, pour terminer ce sujet, bien sûr qu'il n'y a rien de sûr, rien de fait. Ça se trouve, Yamaha quittera le MotoGP en 2026. On ne peut pas être sûr, on ne peut pas être absolument certain de quelque chose et de la continuité, bien sûr, des constructeurs japonais. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus persuadé qu'ils vont quitter le MotoGP. Et mon avis personnel, c'est que non. Même si ça va moins bien, même si aujourd'hui, bien sûr, on a une énorme montée en puissance des constructeurs européens et peut-être que dans l'histoire du MotoGP, on va avoir un nouveau basculement où les constructeurs européens vont clairement prendre l'ascendant sur les constructeurs japonais. Bon, après sur le papier, c'est déjà le cas, mais je veux parler d'un point de vue historique où les constructeurs européens viendraient à enchaîner des titres de constructeurs, des titres et des titres et des titres, des titres de champions du monde et on verrait du coup l'ère techniquement des constructeurs japonais entre guillemets terminée. Mais malgré ça, je pense qu'ils continueront. Peut-être qu'on aura des investissements différents, peut-être que du coup les choses évolueront, on n'aura plus le grand Honda, le grand Yamaha, mais je les vois toujours, moi, personnellement, continuer en MotoGP. Donc voilà, pour moi, c'est donc la fin de cette vidéo. Je pense que c'était clairement aujourd'hui une vidéo axée sur les débats. On blablate beaucoup. Alors bon, j'espère que ça vous a quand même plu. C'est vrai qu'en ce moment, il y a un petit peu moins d'actualité. Le Mugello, là, ça commence à mettre du temps. On t'attend, le Mugello. Là, on s'ennuie maintenant sans le MotoGP. Oh, la pause d'un mois, elle commence un petit peu à nous saouler, là, clairement. Mais du coup, voilà, j'avais envie pour cette vidéo d'amener pas mal de débats, pas mal de discussions autour du MotoGP. J'espère qu'une nouvelle fois, ça vous a pas mal plu. Bref, je vous remercie de l'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Dis bye bye les potes. Ciao.